Bonsoir à tous, merci d'être présents. Aujourd'hui, on va parler de quelques outils de développement sous Windows. Qui je suis? Je suis Sébastien Odo, je travaille chez Hippon Technologies. On a un stand que vous avez probablement croisé dans la journée. Moi, je dépends de l'agence de Bordeaux. Chez Hippon, j'y suis depuis 7 ans maintenant, je suis manager technique. Je suis officiellement développeur full stack. En pratique, je suis tech lead front. Et donc, ben, il m'arrive régulièrement de travailler sous Windows, soit par choix, soit par contrainte client. Et donc, on peut se dire, bah, après tout, j'utilise ce qui vient avec, qu'on a l'habitude d'utiliser. On garde les configurations par défaut, les outils par défaut, ça va suffire en fait. Bah, la réponse, c'est pas complètement. Euh, Pourquoi vous allez vouloir un peu pimper vos outils ou vous équiper un peu mieux? D'abord parce que ça va vous apporter un certain agrément à l'utilisation, donc ça va plus vous motiver, vous allez être plus motivé à vous lancer dans votre tâche. L'autre raison, ça va être aussi la facilité. Euh, Finalement, si vous avez des tâches qui sont plus faciles à réaliser parce que vous êtes bien équipé, eh ben, vous allez vous épargner la partie rébarbative et donc vous allez être plus efficace et toute l'équipe en sera ravie. Voilà, merci d'être venu. Non, plus sérieusement, je vais vous faire une petite démo de plein d'outils. Le QR code qu'il y a ici, je vous le rafficherai à la fin. Il renvoie vers cette page GitHub où j'ai centralisé un peu tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Le premier outil par lequel on va commencer, il est tout simple, alors il s'appelle problème d'installation en français, c'est Winget en fait. C'est un gestionnaire de paquets qui est propre à Windows et voilà, ça vous permet d'installer des logiciels depuis votre terminal directement, comme vous le feriez avec Homebrew, etc. La deuxième chose qu'on va voir, c'est le terminal. Certains ont peut-être l'habitude ou ont connu Commander, qui était assez populaire à une certaine époque. Commander, il n'a pas beaucoup évolué. La dernière release, elle date d'il y a plus d'un an. Il a un design qui est assez ancien. Et donc maintenant, ce qu'on va installer, c'est Windows Terminal. Windows Terminal, c'est un outil qui est fait par Microsoft, qui est un émulateur de terminal. Donc vous retrouvez, j'espère qu'on voit bien, vous voulez que je zoome peut-être? Bon, vous ne pouvez pas zoomer sur toute l'interface malheureusement. Vous avez un émulateur de terminal ici, donc vous allez pouvoir ouvrir un PowerShell, une invite de commande, votre guide bash, WSL si vous l'avez installé. Vous avez une foule de paramètres que vous pouvez régler à l'intérieur pour le pimper un peu à votre sauce. Vous pouvez mettre des thèmes, vous pouvez personnaliser des raccourcis clavier par exemple. Typiquement, moi j'ai bindé CTRL-T, CTRL-W pour ouvrir et fermer un onglet. Vous allez avoir des profils d'onglets que vous pouvez régler. Donc si vous voulez votre PowerShell, il démarre toujours dans le même dossier par exemple, ou avec les mêmes options. Toutes ces choses-là. Vous avez une option, bah, je vous l'ai montré là tout à l'heure, vous l'avez sûrement vu, où vous pouvez scinder l'écran en deux, ce qui est pratique et que typiquement les gens qui travaillent sous Linux aiment bien faire ça. Voilà, on reviendra dans le terminal tout à l'heure. Un autre outil que je veux vous montrer qui est plus au niveau du système d'exploitation, c'est PowerToys. C'est édité par Microsoft également. C'est un ensemble en fait de petits outils pratiques. Vous n'allez probablement pas tout utiliser à l'intérieur. Par contre, vous allez forcément trouver des choses qui sont utiles à vous. Le truc que j'utilise le plus souvent maintenant par habitude, c'est le coller en tant que texte brut. C'est bah, comme son nom l'indique, vous allez binder un raccourci clavier particulier et en fait, il va coder le texte sans la mise en forme. Vous avez un color picker. Moi, je suis développeur front, comme je l'ai dit au début, donc ça sert régulièrement. Ça va vous éviter d'aller en installer un juste pour ça. Pareil, vous l'activez avec un petit raccourci clavier. Vous avez une règle, pareil, c'est plus destiné encore une fois aux développeurs front pour mesurer les pixels. Euh, Vous avez un outil pour savoir qui est-ce qui verrouille les fichiers sous Windows. Malheureusement, c'est un truc qui est un peu pénible. Vous n'avez pas le droit de renommer, de supprimer, déplacer un fichier. Vous ne savez pas trop pourquoi. Là, il va vous donner directement le nom du processus qui verrouille le fichier. Pour ceux qui adorent Spotlight sous macOS, vous avez ce qu'on appelle PowerToys Run. Là, j'ai tapé sur Alt espace et ça m'a lancé cette petite
zone de texte, on va dire, et si je tape quelque chose dedans, ben, il va me faire une recherche parmi mes applications, il peut faire une recherche web. Si je tape une opération, par exemple, il va me lancer la calculatrice pour me donner le résultat. Il peut faire vraiment plein de choses. Honnêtement, je n'ai pas creusé sur tout ce qu'il pouvait faire, mais si vous allez voir sur la configuration, vous avez une liste long comme le bras de partout où il peut rechercher des petites opérations pratiques qu'il peut faire, etc. Donc si vous vous sentez démuni face à Spotlight de macOS, c'est vraiment une très bonne alternative. De manière similaire, donc ça c'était vraiment orienté expérience utilisateur dans le système d'exploitation. Vous avez plus orienté développeur, un outil qui s'appelle DevToys. Celui-ci existe également sur Mac. En fait, il va rassembler plein de petits outils qu'on utilise un peu de temps en temps quand on développe, quand on a besoin de faire certaines manipulations, etc. En général, quand on a fait ça, bon, on va sur Bing ou sur Google, on tape notre besoin et on se retrouve sur des sites un petit peu remplis de publicité qui fonctionnent de manière plus ou moins fiable. Là, en fait, vous allez tout retrouver au même endroit. C'est fabuleux. Alors, je ne vais pas tout vous montrer, mais par exemple, vous allez avoir un système pour faire une comparaison de texte. Vous allez avoir un testeur de regex. Dans les convertisseurs, vous allez pouvoir convertir du JSON en YAML. Vous allez trouver des décodeurs, encodeurs pour la base 64, les tokens JWT, des outils graphiques également. Voilà. Donc, honnêtement, c'est quelque chose que vous aurez forcément besoin un jour. Et si vous passez par là, je pense que c'est plus pratique pour vous, plus agréable à utiliser que si vous passez par ces fameux sites web dont on doute toujours un peu de ce qu'ils font. On va repasser dans le terminal. Je vais vous montrer. Donc moi j'utilise PowerShell au quotidien dans le terminal et j'ai installé PowerShell 7. Vous pouvez l'installer en utilisant Winget justement, c'est l'outil, le gestionnaire de paquets que je vous ai montré au début. PowerShell 7, alors pour ceux qui programment vraiment en PowerShell, bon vous devez être au courant j'imagine, mais depuis la version 5 qui est embarquée dans Windows, la programmation des scripts est améliorée selon Microsoft, donc il y a des fonctions beaucoup plus intuitives, il y a eu globalement plein d'améliorations au langage. Moi je ne suis pas un développeur PowerShell donc je ne peux pas le certifier. Un autre avantage, c'est qu'il est open source désormais. Et voilà, donc dans mon terminal, j'utilise PowerShell parce que j'en ai l'habitude et pour ce que je fais, il fait les choses bien. Typiquement, il vient avec des alias sur les principales commandes Linux. Si je tape ls dans mon terminal, il va me sortir une sortie similaire à ce qu'on a sur Linux et c'est pas moi qui l'ai fait. Vous en avez pour les CD, les copies, RM, etc. Vous pouvez faire des alias dans PowerShell. Je vais vous montrer ça ici. Par exemple, ici, c'est un alias pour faire un CD. Alors, on va être tous d'accord que la syntaxe est complexe par rapport à un bashrc sous Linux. Néanmoins, ça existe. J'imagine que vous ne faites pas des alias tous les 4 matins non plus. Une fois que vous les avez définis, bon, vous êtes content. Donc, sachez que ça existe. Un dernier truc fantastique, c'est le module PSReadline. Il est optionnel dans PowerShell 5, la version qui est embarquée dans Windows. Il est embarqué dans les versions 6 et 7. Ce module-là, alors je ne vais pas vous lire la configuration en détail, vous avez des commentaires et vous le retrouvez sur le GitHub que je vous ai donné. Ça va permettre d'avoir un fonctionnement plus intuitif, comme vous l'avez sous Unix par exemple, pour vous balader dans votre terminal. Donc par exemple, si je suis ici, je tape Git, vous allez voir, il va me montrer toutes les commandes Git que j'ai déjà lancées. Et je peux me balader dedans. Là, je suis en train d'appuyer sur les flèches qui montent et qui descendent du clavier pour me balader dans l'historique. Et voilà, vous avez une autre présentation qui est possible parmi les options. Vous pouvez également, toujours grâce à ce module, quand vous faites cd, vous faites tab, il va vous montrer la liste de toutes les options possibles, comme c'est le cas sous Linux, et pas l'autocomplétion par défaut qu'il y a sous Windows, où il commence à vous écrire en morceaux, que c'est hyper galère parce qu'il tourne sur lui-même, on ne comprend rien à ce qu'il complète. Donc voilà, ça pareil, c'est assuré par ce module-là. Voilà. Et donc, vous vous demandez peut-être depuis tout à l'heure, quand vous voyez mon terminal, il a un thème qui est sympathique quand même. Si vous le trouvez moche, je suis désolé. En tout cas, ce thème sympathique, il vient de OhmyPosh. OhmyPosh,
c'est un petit module, enfin un petit logiciel qui est compatible pour info avec tous les OS d'ailleurs. Là, je l'utilise sous Windows parce que c'est là où c'est le plus indispensable, on va dire. Mais c'est aussi sous Mac ou sous Linux. Vous l'installez avec Winget, vous avez l'habitude maintenant. Et vous avez une configuration qui est très poussée. Alors, si vous avez la flemme de tout configurer, il y a des thèmes qui sont déjà préconstruits. Quand je dis si vous avez la flemme, c'est pas du tout un reproche. Moi, je l'ai aussi. Et donc, si vous êtes curieux, le thème que j'ai pris, c'est Power10 Level 10K, pas classique, la version Rainbow. Vous en avez plein, vous pouvez les parcourir sur le site. Grosso modo, ce que va permettre au MyPoche, c'est de vous afficher différents segments, ils appellent ça, avec différentes informations sur votre contexte. Vous avez le dossier qui est ouvert, vous allez avoir les informations sur le statut de votre repository Git, si vous êtes dans un dossier avec Git. Si vous êtes sur un cluster Kubernetes, vous allez avoir le statut du namespace et du cluster sélectionné. Ça marche aussi pour avoir l'état du programme qui vient de répondre. Là, par exemple, on voit que je suis dans un dossier qui utilise Node, donc il me met la version de Node que j'ai utilisée. Si vous êtes en Java, ça va faire pareil. Tous ces petites choses-là qui vous évitent de lancer des commandes à chaque fois pour vous y retrouver. Et donc, si vous êtes motivé, que vous voulez customiser à fond votre terminal, vous avez une doc ici qui est très bien faite. Je ne vais pas du tout rentrer dans les détails. Pour faire simple, c'est un fichier JSON, vous lui passez les bons paramètres et c'est une configuration qui est ce qu'on appelle descriptive. Pour l'installation, donc je vous l'ai dit vite fait tout à l'heure, vous passez par Winget. Il y a quelques petites subtilités à connaître, au moins sous Windows. C'est l'installation d'une police nerd, comme on appelle ça. C'est une police, une fonte qui va contenir tous les caractères un peu spéciaux. Genre typiquement le petit symbole Git ici, voilà ces choses-là. Bon, c'est pas compliqué d'installer une police, mais voilà. Donc ça c'est OhmyPoche. Maintenant, je vais vous parler vite fait de quelques configurations Git que j'utilise. Alors on va retourner sur ce résumé. Donc vous voyez, je vous ai pas menti, vous avez bien la config de PS Readline par exemple de tout à l'heure. La configuration Git, bon Git j'imagine que vous l'utilisez tous au quotidien, en tout cas ceux qui sont tech. Il y en a beaucoup qui subissent un peu la configuration par défaut et en particulier l'éditeur de texte qui utilise par défaut ça, du VI ou un équivalent et qui ne le maîtrisent pas. Alors si vous le maîtrisez, tant mieux pour vous, gardez-le. Pour ceux qui veulent un truc un peu plus intuitif, moi par exemple j'ai réglé pour que quand je fasse une commande Git et que je résolve mes conflits, il m'ouvre VS Code par défaut. Vous avez tout ce morceau de code à mettre là et du coup il va vous ouvrir VS Code en onglet dedans. Vous allez taper ce qu'il faut pour faire soit votre eBay, soit résoudre vos conflits. Et quand vous sauvegardez et que vous fermez le fichier, il va passer à l'étape suivante. Donc ça marche pour le merge, ça marche pour le diff. Et voilà, si vous n'aimez pas VS Code, que vous préférez IntelliJ, vous pouvez chercher sur Internet, vous aurez très sensiblement la même configuration disponible. Une autre chose que je vous encourage vivement à personnaliser, c'est le format de log. Par défaut, le format de log sur Git, il a cette allure-là. Il n'est pas très agréable à lire. Il a un SHA-1 qui fait 10 km, de toute façon on ne lit pas. Il a l'auteur, la date sur 2 lignes, au format très très long, mais en vrai on s'en fout un peu. Il saute des lignes. Bon, résultat, sur un écran, on a 5 logs de commit pour avoir ce qui nous intéresse. C'était vraiment en général peut-être un peu l'auteur, le message, une date relative plutôt. Et donc si vous mettez en place ces 2 lignes-là, pardon, quand vous faites un git log dans votre terminal, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus joli. Là, j'ai un alias. Si par exemple, je vous montre les 10 derniers messages de commit, vous voyez, hop, on a, alors, bon là, ça tombe mal parce que je suis sur deux écrans, mais on a sur une seule ligne, a priori, quelque chose de beaucoup plus condensé, avec un SHA-1 au format court qui suffit, un format de date relative, vite fait le message de commit et l'auteur, qui est coloré en plus, c'est quand même beaucoup plus agréable à lire, vous en conviendrez. Dernière chose, vous pouvez définir des alias directement dans Git. Je ne sais pas si vous êtes nombreux à le savoir, c'est très pratique. Je vous en montre quelques-uns ici. Par exemple, j'ai mis BR pour branche. Tout à l'heure, vous avez vu login que j'ai tapé dans le terminal. Vous pouvez mettre push F pour faire un push force with Liz. Pour rappel, dans Git, si vous faites un push force, il faut toujours le faire with Liz. Sinon, vous risquez d'écraser le travail des autres. C'est jamais très sympa. L'avantage de mettre les alias dans Git plutôt que dans le terminal, c'est que c'est
potentiellement un peu plus facilement exportable parce que quand vous exportez votre config Git, vous allez exporter les alias directement avec et c'est compatible avec tous les systèmes d'exploitation parce que la configuration Git, elle est valable pour tous les systèmes d'exploitation, contrairement aux alias de votre shell préféré. Voilà pour Git. On va passer vite fait à VS Code parce que c'est l'IDE que j'utilise le plus. Tout ça pour vous dire, s'il vous plaît, d'activer l'option pour formater à la sauvegarde ou quand vous collez du texte. Ça vous évite des conflits Git si jamais vous n'avez pas d'outils de formatage intégrés, etc. Ça, c'est des options que je recommande vraiment. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est la config qui permet d'avoir le même terminal que je vous ai présenté directement dans le terminal intégré de VS Code. Quelques extensions que je vous recommande également, GitBlame, GitGraph, qui sont beaucoup plus légères et beaucoup plus intuitives à utiliser que GitLens, qui est très populaire, mais qui, à mon sens en tout cas, fait assez usine à gaz. Et dernière chose, si vous ne le savez pas, vous pouvez définir des paramètres VS Code qui vont être spécifiques à votre projet. Ça se passe dans un fichier settings.json, dans un dossier .vs Code que vous mettez dans votre projet et que vous committez. Comme ça, tous les contributeurs de votre projet qui utilisent VS Code vont partager la même configuration. Ça peut être pratique pour forcer cette option-là justement, ou de manière un peu moins invasive, s'assurer que tout le monde a le même style de code. Par exemple, si vous n'utilisez pas de linter, choisir un formateur par défaut, par exemple si vous utilisez Prettier pour que tout le monde l'ait sans avoir à se le configurer manuellement, suggérer des extensions, etc. Quelque chose que je vous encourage à faire pour terminer, c'est de sauvegarder vos paramètres. Là, il y a des gens qui m'ont sorti comme argument que oui, je ne personnalise pas mon expérience de développement parce que j'ai pas envie de perdre ensuite ça quand je vais changer de mission, quand je vais changer d'ordi, etc. C'est une mauvaise excuse. Vous prenez votre fichier git config, c'est un copier-coller à faire, vous le mettez sur un drive, peu importe, une clé USB, ça prend 2 secondes. La configuration VS Code, par exemple, désormais, vous pouvez vous... Alors bon, sur cet ordi-là, ça bug parce que je ne suis pas connecté au VPN, mais peu importe. Vous pouvez vous loguer avec un compte Microsoft ou un compte GitHub pour synchroniser votre configuration entre toutes vos machines. Et si vous avez peur d'écraser sur une machine ou sur une autre, vous avez la finesse de réglage de choisir quelle rubrique synchroniser ou non. Sur IntelliJ, ça fonctionne de la même façon. Voilà, le terminal c'est pareil d'ailleurs, la configuration de Windows Terminal c'est juste un fichier JSON, si vous voulez l'éditer à la main plutôt que par l'interface graphique, ça se fait très bien aussi, ça s'exporte, ça s'importe très bien aussi. Pareil pour PowerShell, le fichier que je vous ai montré juste là, finalement c'est juste un fichier, donc vous avez juste un copier-coller à faire. Finalement, pour retrouver votre expérience de développement habituelle, vous avez grand maximum 5, 6, 7 fichiers à déplacer, à coller au bon endroit. Vous retrouvez tous vos petits directement sur votre nouvelle machine. Vous vous sentez tout de suite à l'aise. Donc, vous n'avez aucune excuse, à mon sens, pour ne pas le faire. Voilà, je m'arrête là. Je suis disponible pour discuter si vous avez des questions, si vous avez d'autres choses à apporter à la conf. C'est évidemment pas exhaustif parce que ça prendrait plus de temps qu'un quickie. Mais j'espère que ça vous apportera des outils et des configurations utiles pour les jours qui viennent. Merci à tous. Et je vous remets le QR code pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le scanner.